Au Zimbabwe, des milliers de partisans de l'opposition ont dénoncé mardi à Harare les intimidations du régime et réclamé un audit indépendant des listes électorales avant le scrutin du 30 juillet. Financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, Claude Guéant était entendu mardi au tribunal de Paris par les juges d'instruction qui enquêtent sur les dites accusations. Environ 5 000 milliards de sacs en plastique sont consommés chaque année dans le monde et, comme l'essentiel du plastique, une infime proportion est recyclée selon l'ONU. Bonjour à chacun, bonjour à tous, bienvenue dans cette session d'information sur Sika. Des milliers de partisans de l'opposition zimbabwéenne ont dénoncé mardi à Harare les intimidations du régime et réclamé par la même occasion un audit indépendant des listes électorales avant le scrutin du 30 juillet, le premier depuis la chute du président Robert Mugabe. Reportage. Au Zimbabwe s'organisent les premières élections depuis la chute du président Robert Mugabe. Emerson Mnangagwa, qui lui a succédé en novembre, fait à son tour objet de critiques et de dénonciations à l'approche du scrutin. Les listes électorales constituent la pomme de discorde entre pouvoir et opposition. Mardi, ils étaient des milliers d'opposants dans les rues d'Harare, sous l'œil attentif des policiers, pour dénoncer l'intimidation, la présence militaire dans les campagnes, les réformes entre autres. Ils dénoncent même les élections et demandent que précède un audit des listes électorales. Pour le dirigeant du mouvement démocratique pour le changement MDC, ne sera pas autorisée une élection qui ne soit pas libre et juste. La ZANU-PF, parti au pouvoir depuis 1980, est cependant donné largement favori face à un MDC divisé et orphelin depuis la mort de son chef historique, Morgan Tsvangirai, en février. Les élections présidentielles, législatives et locales du 30 juillet seront les premiers scrutins organisés depuis la chute de Robert Mugabe. Emerson Mnangagwa s'est engagé à organiser des élections libres et justes, alors que les scrutins sous l'ère Mugabe ont été entachés de fraude. Il a convié la communauté internationale, notamment l'Union européenne et le Commonwealth, à observer les élections. En Éthiopie, le Parlement du moins a levé ce mardi l'état d'urgence qui avait été instauré pour 6 mois le 16 février, et ceci au lendemain de la démission surprise du Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn, remplacé depuis. Reportage. Réuni ce mardi matin, le Parlement éthiopien a voté en faveur de la levée de l'état d'urgence. Et ce, en raison de la stabilité relative et du calme dans le pays, notamment depuis la prise de fonction du nouveau Premier ministre Abiy Ahmed en avril dernier. Issu de l'ethnie Oromo, ce dernier a en effet multiplié les déclarations d'apaisement et de concorde. Pour mémoire, l'état d'urgence avait été instauré pour 6 mois le 16 février dernier, au lendemain de la démission surprise du Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn. L'ancien Premier ministre avait été emporté par la crise politique, marquée par d'importantes manifestations antigouvernementales violemment réprimées. Le mouvement de protestation avait débuté fin 2015 en région Oromo, dans le sud et l'ouest, la plus importante ethnie du pays, puis s'était étendu courant 2016 à d'autres régions, dont celle des Amharas dans le nord. Et selon la Commission éthiopienne des droits de l'homme, liée au gouvernement, sa répression a fait moins de 940 morts. Au Niger, après plusieurs mois d'accalmie, 3 kamikazes présumés islamistes de Boko Haram, selon des sources de sécurité, ont frappé lundi soir à nouveau à Difa, la capitale régionale du sud-est nigérien. Bilan, au moins 9 morts, selon un élu local de la région. Reportage. 3 kamikazes se sont fait exploser pour le moment. Il y a 9 morts et des blessés, a déclaré sous couvert de l'anonymat un élu de la région de Difa, cible régulière d'attaques des islamistes de Boko Haram par le passé. Les kamikazes, 2 jeunes femmes et un homme, ont fait exploser leur ceinture d'explosifs en différents endroits de la ville, a expliqué l'élu, en précisant qu'une école coranique installée dans un quartier populaire de la ville avait été l'une des cibles.
Les lieux des attentats sont bouclés par les forces de sécurité qui ratissent la ville afin de la sécuriser, a confié une source sécuritaire. Ces attaques surviennent alors que le président nigérien Mahamadou Issoufou a entamé lundi une tournée européenne qui l'a conduit à Paris lundi et à Bruxelles mardi. Elles interviennent après plusieurs mois d'accalmie dans la région de Difa, théâtre depuis février 2015 de nombreuses attaques du groupe islamiste Boko Haram, basé dans le nord-est du Nigeria voisin. Fin avril, Niamey avait annoncé une opération militaire régionale d'envergure dans le bassin du lac Tchad, commun au Niger, au Tchad, au Nigeria et au Cameroun, pour débarrasser la zone des résidus de Boko Haram. Cette opération devait permettre d'installer des systèmes de sécurité et de favoriser le retour de milliers de personnes ayant fui depuis 2015 les îles du lac Tchad. Pour rappel, depuis 2009, le conflit provoqué par Boko Haram a conduit au déplacement de 2,4 millions de personnes dans le nord du Nigeria, ainsi qu'au Cameroun, au Tchad et au Niger, selon le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Le procès en appel de l'opposant sénégalais et maire de Dakar, Khalifa Sall, condamné en mars à 5 ans de prison pour détournement de fonds publics, a été reporté au 9 juillet prochain. Ceci à l'issue d'une brève audience mardi à 8 mois de l'élection présidentielle. Les détails. Détenu depuis mars 2017, le maire de la capitale s'est présenté ce mardi vêtu d'un boubou blanc et souriant dans une salle d'audience comble où il a été acclamé par ses partisans. Tant que tous ces recours devant la Cour d'appel et éventuellement la Cour suprême ne sont pas épuisés, le maire de Dakar, 62 ans, reste éligible et peut espérer défier dans les urnes le président sortant Macky Sall lors de la présidentielle de février 2019, selon des juristes. Ce mardi, ses avocats ont demandé un report de son second procès jusqu'en novembre, mais la Cour d'appel ne leur a accordé qu'un délai d'1 mois jusqu'au 9 juillet prochain. Nous avons besoin de 6 mois. Mais la Cour nous l'a refusé et on essaie de mettre la pression pour qu'en 30 jours, cette affaire soit pliée. C'est inacceptable et ce n'est pas conforme aux garanties minimales d'un procès équitable. Avec 7 de ses collaborateurs, Khalifa Sall est accusé d'un détournement présumé de 1,65 milliard de francs CFA de l'argent prélevé entre 2011 et 2015 des caisses de la ville de Dakar. Khalifa Sall a fait appel de sa condamnation le 30 mars dernier à 5 ans de prison et une amende de 5 millions de francs CFA pour escroquerie portant sur des fonds publics et faux en écriture. Les avocats demandaient de la défense, demandaient un délai de 3 mois. Il y a même l'avocat de la ville de Dakar qui demandait jusqu'au mois de novembre. En réalité, c'est des demandes de renvoi dilatoires parce qu'ils savent très bien que cette affaire pouvait être jugée même ce matin. Maire de Dakar depuis 2009, Khalifa Sall affirme que les poursuites judiciaires à son encontre visent, avec l'aval de Macky Sall, à l'empêcher de se présenter en 2019, ce que démontrent les responsables de la majorité. Il vient d'être désigné candidat à la présidentielle par une branche dissidente du Parti socialiste, la formation membre de la coalition au pouvoir dont il a été exclu fin 2017 pour indiscipline. Je vous le disais en titre, financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Dans ce dossier, Claude Guéant était entendu mardi au tribunal de Paris par les juges d'instruction qui enquêtent sur les dites accusations. Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur français, fut aussi secrétaire général de l'Élysée sous la présidence Sarkozy. Interpellé dans l'affaire libyenne relative au possible financement de la campagne en 2007 de Nicolas Sarkozy, il s'est rendu mardi au tribunal pour répondre à cette convocation. Les magistrats soupçonnent un lien entre un financement libyen et une forte circulation d'espèces au sein du camp Sarkozy, relevé par les policiers dans un rapport de septembre 2017. L'ex-directeur de campagne a à s'expliquer après la mise en examen en mars de Nicolas Sarkozy pour corruption passive, recel de détournement de fonds publics libyens et financement illégal de campagne électorale, puis celle, la semaine dernière, d'Eric Woerth pour complicité de ce financement en tant que trésorier de campagne à l'époque.
Cet interrogatoire de Claude Guéant est le premier depuis sa mise en examen le 7 mars 2015, notamment pour blanchiment de fraude fiscale en bande organisée en raison d'un virement suspect de 500 000 € à son bénéfice. Lors d'une perquisition, les enquêteurs avaient découvert qu'il avait reçu cette somme le 3 mars 2008 par un virement en provenance d'une société d'un avocat malaisien. Les raisons évoquées par Claude Guéant pour justifier ce virement sont la vente à cet avocat de 2 tableaux de peinture flamande. Les juges n'en étaient pas convaincus. L'ONU, dans un rapport rendu public mardi, fait part d'un défi d'une ampleur décourageante. Environ 5 000 milliards de sacs en plastique sont consommés chaque année dans le monde et, comme l'essentiel du plastique, une infime proportion est recyclée. Reportage. La Journée mondiale de l'environnement a servi d'occasion pour la publication de ce document. À travers ce rapport, l'ONU montre la gravité de la situation. Il y est relevé que si les modes de consommation actuels et les pratiques de gestion des déchets se poursuivent, on comptera environ 12 milliards de tonnes de déchets plastiques dans les décharges et l'environnement à l'horizon 2050. Le défi est d'une ampleur tellement immense qu'on pourrait dire décourageante. En effet, la production de plastique a dépassé celle de presque tous les autres matériaux depuis les années 1950. Le rapport de l'ONU déplore le fait que les océans ont été utilisés comme une décharge. Cette réalité provoque l'étouffement de la vie marine et transforme certaines zones marines en soupe plastique. Les déchets plastiques bouchent les canalisations et provoquent des maladies et des inondations. Consommés par le bétail, ils trouvent leur chemin jusque dans la chaîne alimentaire. Les chiffres donnent le vertige. On estime qu'environ 5 000 milliards de sacs en plastique sont consommés dans le monde chaque année, soit presque 10 millions par minute. Des 9 milliards de tonnes de plastique que le monde a déjà produites, seulement 9% ont été recyclés. Une part à peine plus grande, 12%, a été incinérée. Le reste a fini dans les décharges, les océans, les canalisations, où ils mettront des milliers d'années à se décomposer totalement. En attendant, ils contaminent les sols et l'eau avec des pesticides de microplastiques dont certaines ont été retrouvées, selon l'ONU, jusque dans le sel de table commercial. L'ONU salue un début de prise de conscience face à l'ampleur du problème, en relevant que plus de 60 pays ont adopté des politiques visant à réduire cette pollution. Mais ce n'est pas suffisant. Éruption du volcan de feu au Guatemala, le décompte pourrait encore s'alourdir avec la poursuite des recherches de nombreux disparus. Le dernier bilan faisant état d'au moins 69 morts après la découverte lundi par les sauveteurs de nombreux corps calcinés. Reportage. Le peuple de Guatemala vit depuis lundi un drame. L'éruption dimanche du volcan de feu, culminant à 3763 mètres et situé à 35 km au sud-ouest de la capitale de Guatemala, a entraîné l'évacuation d'urgence de plus de 4500 personnes des villages situés sur le flanc du volcan. La projection de lave et de cendres sur une vaste zone a fait au moins 69 morts. À en croire le porte-parole de la Coordination nationale pour la gestion des catastrophes, les personnes décédées avaient été piégées par la lave incandescente descendue à toute vitesse du volcan. Il a indiqué que quelques 46 blessés ont été recensés, dont la moitié sont dans un état grave. On s'attend à des pluies plus fortes pendant les 5 prochains jours, ce qui pourrait devenir un problème à cause de la possibilité d'avalanches de boue, vu la grande quantité de matériaux volcaniques restant dans les ravines et les rivières. Un total de 1 700 000 de personnes sont affectées à divers degrés par la catastrophe, selon la protection civile. Le président guatémaltèque, Jimmy Morales, a décrété un deuil national de 3 jours. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur SICA. Restez donc câblés.